La joie, c'est un système, c'est un état interne dont on a tous besoin. Vrai ou pas? Ouais. Franchement, quitte à choisir une personne, vous choisiriez une personne qui est joyeuse ou une qui fait la tête? Ok. Ok. C'est intéressant de voir à quel point la joie, en fait, c'est une substance qui est présente partout, mais on s'en aperçoit surtout quand elle n'est pas là. Bon, force est de constater que le gouvernement, en ce moment, il n'est pas très joyeux. Franchement, vous avez vu sur la tête de nos gouvernants un seul sourire ces derniers temps? Ils n'ont pas l'air joyeux, les mecs. Okay. Et vous savez, ça aussi, c'est extrêmement important de voir que quand on communique, communiquer à travers une expression de joie, c'est quelque chose d'essentiel, parce que ça va nous permettre aussi de transmettre un tas d'opinions et de modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement pas simplement neurologiques, mais surtout psychologiques, physiques. Et on communique tellement autre chose quand on est joyeux. Donc, faire une conférence sur la joie, c'est pas évident. Mais à mon avis, il y a deux parties qui doivent être essentielles. D'abord, c'est essayer de comprendre le mécanisme de la joie. Ça, c'est important. Ensuite, comprendre qu'il y a des personnes qui vont briser votre joie. Il y a des personnes qui vont tout faire dans leur vie pour briser votre joie. Et même, je vais aller plus loin, de briser votre joie les rend joyeux. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des personnes qui vont passer leur temps, non pas à construire quelque chose qui pourrait les mettre eux-mêmes en joie, mais ces personnes vont construire un système pour essayer de détruire les gens joyeux, simplement parce qu'il y a une certaine forme de jalousie opposée, et que cette jalousie opposée, jamais je vous dirais, tu sais quoi, je suis jaloux de toi, ta réussite, j'aimerais bien avoir la même, ta présence ou ta prestance, ou ton leadership, ou ton énergie, ou ta sympathie, j'aimerais avoir la même. Jamais je vais te dire un truc comme ça, mais ça me tue de jalousie de te voir. Alors je vais faire un truc. Je vais essayer de briser ta joie. Parce que si je brise ta joie, ça veut dire que tu n'es pas si heureux que ça. Si tu n'es pas si heureux que ça, ça veut dire que finalement, je ne suis pas si malheureux que ça. Et c'est pour ça que vous allez voir autour de vous des personnes dont la profession principale et leur passe-temps favori, c'est de briser la joie. Ok ? Et ça, je vous dis, ces personnes-là, vous pourrez communiquer un temps avec elles, mais la meilleure des choses à faire, c'est de les fuir. Vraiment. En tout cas, de vous assurer qu'elles ne fassent plus partie du système. Parce que ça va vous pomper votre énergie. C'est extrêmement important. Donc on va essayer de comprendre les mécanismes de la joie. Ensuite, on va voir qui sont ces personnes qui vous volent votre joie. Ok ? Qui sont ces personnes que vous laissez voler votre joie, pour être plus clair. Ok ? Et puis après, on verra finalement, c'est quoi insuffler de la joie dans notre vie ? Y a-t-il un processus spécifique pour insuffler de la joie ? Est-ce qu'il existe un moyen qui permet d'insuffler de la joie ? C'est intéressant parce que la joie, c'est un des phénomènes neurologiques qui est un des phénomènes les plus complexes du cerveau. Par exemple, quand vous êtes joyeux, joyeuse, vous allez stimuler plusieurs parties du cerveau. Alors naturellement, il y aura le cortex préfrontal, okay, qui va essayer de comprendre un petit peu la conscience du moment. Il y a le système amygdalien qui va être, lui, pris en compte sur la gestion des émotions, les apprentissages, les peurs en particulier. On va avoir le noyau accumbens qui va être vraiment, lui, impliqué dans le circuit de la récompense. Et en fait, curieusement, la joie est l'une des choses les plus difficiles à observer dans le cerveau. La peur, facile. La colère, facile. Mais dès qu'on est dans l'expression de la joie, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez remarqué aussi que finalement, on vit dans un monde qui est très branché, connecté à la nature. Et la nature, elle est intéressante. Vous allez remarquer que, par exemple, si je veux produire quelque chose, okay, du blé, prenons ça par exemple, on va bientôt en manquer, donc autant produire, il va falloir que je fasse plusieurs choses. D'abord, il va falloir que je choisisse le bon blé. Okay. Celui qui sera suffisamment résistant pour passer tous les intempéries, et il y a des centaines de types de blé. Une fois que j'aurai choisi mon blé, il va falloir que je choisisse mon terrain. Une fois que je vais avoir choisi mon terrain, il va falloir que, déjà, je le retourne et que je retire toutes les mauvaises herbes. Une fois que ça c'est fait, je vais planter scrupuleusement
à des espaces bien définis tout mon champ de blé. Je vais l'arroser. Et je vais le surveiller. Parce qu'il y a des petits prédateurs qui vont se faire un kiff de se faire un kilo de graines assez rapidement. Okay, et je vais le surveiller et je vais revenir régulièrement. Je vais l'arroser, je vais le protéger. Parfois, je vais mettre des engrais. Donc, pour obtenir une production, pour obtenir quelque chose, ça demande un travail énorme. On est d'accord ou pas? Maintenant, vous devez comprendre que les mauvaises herbes, elles ont besoin de rien. Vous faites rien, les mauvaises herbes, elles vont planter tout seules, elles vont se développer tout seules. T'as pas mis une seule mauvaise herbe en plantation. Elle s'installe, elle fait son kiff, elle dit non, mais les mauvaises herbes sont des squatteurs. Voilà. Les mauvaises herbes sont à la nature, parce que les squatteurs sont à nos appartements. Ils ne demandent pas votre avis, ils s'installent, et pour les déloger après, c'est moyen. D'accord? Enfin bref, c'est intéressant de voir que finalement, tout ce phénomène-là, de la nature, on le retrouve aussi chez nous. Vous allez voir, pour avoir un comportement joyeux, ça demande du temps. Ça demande d'être vigilant, de faire attention aux graines que l'on va produire. Décoder, les graines sont toutes les pensées qui sont les vôtres. Il va falloir choisir vos systèmes de pensée. Les pensées que vous allez mettre dans votre tronche. Pas simplement les pensées, aussi les paroles que vous allez formuler. Et puis après, une fois encore, je vais devoir communiquer, surveiller, faire attention à ce que je dis, faire attention à ce que je fais. Bref, pour être quelqu'un de positif, pour être quelqu'un de joyeux, ça demande beaucoup d'efforts. Et vous allez voir qu'il y a un lien entre l'effort et la joie. Ça aussi, c'est intéressant. Alors que, franchement, pour faire la gueule, pour être pas bien, ça demande zéro effort. Tu allumes la télé, BFM encore plus rapide, et tu regardes ce qui se passe. Et tu sais quoi? Tu laisses faire tout ce bruit environnant te façonner. Vous voyez, c'est intéressant parce que cet après-midi, j'étais avec un groupe de formation, c'est le 62e cycle de formation de coach qu'on a. Et je leur parlais d'un modèle qui s'appelle le modèle de Frédéric Hudson, et cet homme parlait des anciens paradigmes et des nouveaux paradigmes. Et il y avait un ancien paradigme qui expliquait que finalement, dans le temps, les choses étaient disposées d'une façon particulière. Et il y avait, vous savez, un paradigme, c'est quoi? C'est un schéma de pensée collectif qui se retrouve et qui se répand, okay, et qui devient une norme de pensée sociétale. C'est ça un paradigme. On a des paradigmes économiques, des paradigmes sociaux, des paradigmes psychologiques. Et en fait, l'observation de Frédéric Hudson, c'est de dire, c'est bizarre. Il y a des anciens paradigmes qui fonctionnaient dans le temps, mais c'est des anciens paradigmes parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus adaptés. Et c'est intéressant parce qu'en fait, lui faisait une grande relation entre ces anciens paradigmes et le fait d'être bien dans sa vie. D'être bien dans sa vie, on va décoder d'être en joie au quotidien. D'accord? Maintenant, je vous parlerai de ces anciens paradigmes, mais comprenez que finalement, on vit dans un monde qui est un monde quand même hyper particulier. Moi, j'appelle ça le monde de Gulliver. Okay, on pourrait même appeler ça le syndrome Gulliver. Je ne sais pas si vous connaissez Gulliver, c'est ce héros de Suisse. Moi, j'adorais raconter cette histoire à mes enfants. Et le pauvre Gulliver, il a un karma de merde. Franchement. Il est géant chez les Lilliputiens, trop grand. Ça va être un tout petit chez les géants. C'est-à-dire que le mec, il n'est jamais à sa place. Il a toujours besoin de s'adapter. Et vraiment pas de bol. Vraiment un karma pourri. Mais c'est intéressant parce que finalement, quand on regarde cette histoire, on s'aperçoit que le monde dans lequel on vit, c'est exactement cet effet Gulliver, en fait. Ce syndrome Gulliver. Syndrome dans lequel, finalement, aujourd'hui, nous tous, là, vous, moi, on a des institutions qui bougent à toute allure. On a des choses, des environnements, que ce soit notre environnement professionnel, personnel, technologique. Regardez ce qui est en train d'arriver avec l'intelligence artificielle. Il y a un tas de personnes qui sont en train de se poser la question, que va devenir mon travail? Les infographistes se posent la question, certains journalistes vont se la poser très rapidement. C'est important de comprendre que ce qui nous arrive là, ça nous arrive en pleine tronche, et je vous le dis, on n'est pas préparé. D'accord? Et pourtant,
Il va falloir qu'on s'adapte. Okay, peut-être que le métier pour lequel j'ai fait toutes mes études devient obsolète. J'ai eu la chance, la semaine dernière, j'étais en Pologne et j'ai vu des personnes, des amis, la famille qui venaient d'Ukraine, et je leur ai demandé de me ramener le mémoire que j'avais écrit pour mon doctorat. Et il y a deux choses qui m'ont interpellé. D'abord, que je ne les trouvais pas si mal que ça, mais je me suis dit combien ce mémoire, d'abord à l'époque où moi je pensais que j'écrivais des choses incroyables dedans, okay, aujourd'hui c'est profondément obsolète. Même aller plus loin, il y a des choses qui contredisent complètement ce mémoire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que si depuis ce temps-là, je n'avais pas mis à jour mes connaissances et mes compétences, je serais déjà obsolète depuis très longtemps. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tu peux très très bien être diplômé il y a quelques années, okay, et d'être complètement has-been sur un marché. Parfois même, moi j'ai un copain par exemple, il a fait un doctorat en spectrochimie. Ne me demandez pas ce que c'est, je suis incapable de vous dire ce que c'est que la spectrochimie. Mais quand il était jeune, on lui disait, tu veux faire un doctorat, fais un doctorat en spectrochimie. Il a fait un doctorat en spectrochimie, et entre le moment où il a commencé son doctorat et le moment où il l'a terminé, on lui a dit, ah, par contre, on n'a plus besoin de personnes spécialisées en spectrochimie en France. En revanche, en Russie et en Chine, quand tu as dit en Russie et en Chine, le mec, il s'est liquéfié. Il a eu une diarrhée immédiate. Okay. Et vous savez ce qu'il a fait, lui? Il est devenu prof. Les pauvres gamins. Non, les pauvres gamins. Parce que d'être un scientifique, comme lui, c'est un brillant scientifique, certainement, mais pas du tout un bon pédagogue, quoi. Voilà. Et c'est intéressant de voir que finalement, en très peu de temps, en quelques années seulement, ce pourquoi il s'était tant investi, parce qu'il faut voir, un doctorat en spectrochimie, c'est quelque chose, quoi. Et ben, il était devenu complètement obsolète. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde à géométrie variable qui bouge à toute allure et on a du mal à s'adapter de plus en plus. Voilà. Il n'y a qu'à voir, regardez, on a la place de la Bastille à côté, vous inquiétez pas, c'est sécurisé, s'il y a du gaz lacrymogène, ils fermeront tout. Mais quand même, juste à côté, ça fait quelques jours que le monde est en train de vous dire, hey, les gars, vous êtes en train de prendre des décisions, et nous, on n'est pas du tout d'accord avec ces décisions. Okay, et c'est intéressant de voir qu'au lieu d'avoir de l'échange et du dialogue, il y a une espèce de fermeté et une espèce de méprisance de ne pas écouter les gens. Okay, alors que parfois, c'est juste une question de communication. Et on reverra ça, la joie et la communication tout à l'heure. Parce que la plupart du temps, ces briseurs de joie font juste des erreurs de communication. Et nous, on ne sait pas communiquer avec les briseurs de joie non plus. Je mets ça de côté, je reviens là-dessus sur mon sujet. Donc Frédéric Hudson, il va vous dire, voilà, il y a plusieurs choses qui ont changé, et ce qui était valable dans les années 70-80, c'est terminé aujourd'hui, il faut passer à autre chose. L'une des premières choses, le gars il disait, écoutez, dans le temps, on disait que tout était linéaire. Tu prenais une carrière, tu décidais de ta carrière, tu démarrais du début à la fin. Okay, dans la même carrière. Moi, il suffit d'aller tout proche. Mon père, il a connu 2 entreprises, la deuxième a arraché la première. Et pour lui, c'était le summum. Pourtant, il a vécu des trucs incroyables. Il faut que je vous dise un truc. Parfois, les personnes vivent des épreuves dans la vie. Mon père fait rentrer son frère dans l'entreprise, parce que son frère n'avait pas de travail. Et qu'est-ce qu'a fait son frère? Il s'est mis tout de suite au syndicat. Donc déjà, mon père, il a les boules. Mais il va avoir les boules, mais vraiment les boules. Et là, mon père me dit, tu sais, ton oncle, il m'a fait honte un jour. Ah, j'ai dit, ah bon? Raconte. Il me dit, je peux pas. Raconte, je peux pas. Raconte! Je peux. Il me dit un jour, je fais venir les Allemands qui vont racheter l'entreprise. Et en fait, les syndicats, ils étaient contre ce programme, ce projet. J'arrive dans la cour de l'usine, il y a les Allemands qui sont là, et il y a mon grand frère qui est tout en haut de l'usine, et qui regarde mon père, qui fait « Oh, Jean-Claude, dis bonjour à Bézette !» Oui, je sais que c'est pas drôle. Et là, mon père, il dit
Et l'Allemand qui fait « Qu'est-ce qu'il est en train de dire ?» Il vous accueille. Il vous accueille. Il vous accueille. Mais vite, par contre, il faut qu'on aille vite, il vous accueille. Et là, en fait, c'est intéressant de voir à quel point, parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui ne sont pas prévues. Et ça, là, les imprévus, faites attention, parce que ce sont les premiers briseurs de joie. Je reviendrai aussi également là-dessus. En tout cas, ce que Frédéric Hudson va nous dire, c'est que les gars, on a quelque chose de linéaire dans la vie. Dans le temps, c'était comme ça. Tu démarrais un boulot ici. Voilà. Après, on vous disait que tout doit se faire dans la constance. Par exemple, mon père, il aime dire, David, trouve un travail dans une belle société, et si tu ne fais pas de vagues, si tu apprends, si tu grandis, tu peux grandir, tu peux évoluer dans cette entreprise, tu auras des opportunités, et tu peux aller jusqu'au bout. Alors, nous, quand on nous raconte ça aujourd'hui, c'est flippant, c'est angoissant, surtout quand tu es un entrepreneur. Okay, moi, je voulais entreprendre. Donc, quand mon père il dit ça, bah, en fait, tu me fais flipper en fait, avec ta vision du monde. Ça me fait peur. Parce que moi, je veux être un indépendant, je travaille dans le milieu de la psychologie. Moi, tout de suite, même quand j'étais dans la psychologie, j'avais comme unique but de travailler avec les sportifs de haut niveau. Voilà. Je n'avais pas pour but d'être dans une dimension purement académique, de continuer après le doctorat. Moi, je m'en tapais complètement. La seule chose que je voulais, c'était travailler avec des sportifs de haut niveau et d'avoir le summum de ce que je pouvais leur apporter. Enfin bref, ça devient intéressant là, parce que Frédéric Hudson te dit, bon voilà, déjà, c'est tracé, ça c'est des anciens paradigmes, et puis en fait, t'inquiète pas, si tu fais pas de vagues, tout va bien. On va prendre déjà ces deux points-là. Vous avez remarqué maintenant combien plus rien n'est linéaire, plus rien. Tout est une question de cycle. Vous avez remarqué ça ou pas? Que ce soit les produits, la mode, regardez combien la mode, par exemple, des années 70, elle va revenir, après c'est la mode des années 80. Tout est cycle. Et en fait, il faut comprendre ce monde, que tout est cycle. La deuxième chose, c'est que la constance n'existe plus. La seule chose qui existe, c'est le changement. Le changement. Vous savez qu'il y a j'étais sur un colloque en neurosciences en Israël, il y a de ça à peu près 4 semaines. Et il y a des personnes qui étaient sur place, et notamment il y a 2 Américains qui sont arrivés, qui expliquaient les travaux de recherche actuellement, notamment un de UCLA, et puis l'autre, c'était une autre université en Californie, mais je ne me rappelle plus laquelle. Et les gars, ils disaient que, vous savez, on est presque sûr que 40% des théories qu'on a aujourd'hui seront obsolètes dans moins de 20 ans. 40%. Okay, c'est important de comprendre que tout avance extrêmement vite. Donc tout est changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, si on prend ces 2 dimensions-là de notre vie, à partir du moment où on pense que les choses sont linéaires dans la vie, en clair, qu'elles vont se passer exactement comme je l'avais décidé dès le départ, c'est ça la linéarité, c'est j'ai un point A, j'ai un point B, je sais où je vais. Ok? Mais si je pense que ça va se faire facilement, sans écueil et sans changement de direction, vous pouvez être sûr d'une chose, vous allez perdre votre joie. Parce que dès que vous allez être confronté aux événements qui sont des événements opposés de ce que vous êtes en train de vivre, vous allez perdre votre joie. D'accord? Donc c'est important déjà de comprendre que l'une des choses qui permet de maintenir la joie, c'est d'accepter que dans notre vie, tout ne sera pas linéaire et que rien n'est constant. Rien n'est constant. Parfois même, il suffit, regardez, moi j'en suis à mon 3e mariage. S'il y a un mec qui peut vous parler de manque de constance, c'est moi. Ok? Et c'est ça qui est important de comprendre. J'ai créé plusieurs entreprises, j'ai planté des entreprises. Ok? La seule chose que j'ai gardée, c'est ma motivation à construire. Mais ça m'est arrivé de rencontrer des difficultés énormes dans ma vie. Et j'ai eu des difficultés aussi énormes. J'étais confronté à des problèmes de santé, pas moi directement, mais les personnes avec lesquelles je vivais, les personnes que j'aimais, notamment certaines de mes compagnes. C'était très compliqué. Il fallait que je gère ça, il fallait que je donne des priorités. C'était pas du tout dans le système de linéarité. Regardez ce que Yannick vous raconte tout à l'heure. Il est en train de démarrer sa vie, sa petite copine, tout est au vert. Il a un super job, putain, le mec, il est au top de sa forme. Juste un appel pour lui dire « Appelle-moi et viens ». Et sa vie, elle a basculé en 30 secondes.
Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que même dans son histoire, Yannick va vous dire, bah, quelque part, je n'ai pas perdu la joie. Ok? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous acceptez que dans votre vie, vous allez avoir des moments qui sont des moments compliqués, que vous savez que vous allez avoir des moments qui ne seront pas comme ceux que vous avez attendus, que pour arriver là où vous devez arriver, bah, parfois, il va falloir prendre des chemins de traverse, il va falloir sortir de l'autoroute, se taper de la départementale, parfois il va falloir même larguer la voiture et y aller à pied. Mais que si vous acceptez ça, que le monde, il n'est pas linéaire, que votre vie n'est pas linéaire, que votre relation de couple, elle n'est pas linéaire. Si vous acceptez l'idée que quoi qu'il arrive, quels que soient les enjeux qui seront les miens, quelles que soient les difficultés qui vont m'être opposées, je choisis de garder la joie. C'est très important. Vous savez, la joie, c'est un concept fabuleux. Pourquoi? Parce que, sachez une chose, c'est que la joie, c'est l'un des états internes qui fabrique le plus d'ocytocine. D'accord? Vous savez que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone de l'attachement, ok? Mais c'est aussi l'ocytocine qui va me permettre aussi de contrebalancer, par exemple, le cortisol. Donc, la joie est un antidote à tous nos phénomènes de stress. Ça veut dire que chaque fois que vous allez mettre de la joie dans les épreuves que vous allez travailler, dans les épreuves que vous allez traverser, auxquelles vous êtes confrontés, de façon quasi systématique, vous allez pouvoir contrebalancer votre système neurochimique parce que juste, vous avez fait un choix. Vous le savez, j'en ai parlé dans beaucoup de mes conférences ou sur mes capsules. Si on prend le stress à proprement parler, le simple fait de percevoir, d'accord, c'est-à-dire de choisir de regarder, percer et vous verrez, de choisir de regarder le stress comme un défi, je fabrique de la DHEA. Le simple fait de regarder et de considérer le stress comme une menace, je fabrique du cortisol. C'est ce qu'il y a entre deux, c'est juste un choix. Quand on nous parle de libre arbitre, est-ce que nous avons vraiment le libre arbitre sur tout ce qui nous arrive dans notre vie? Regardez, les cons qui ont croisé votre vie, vous les avez choisis? Non, parce que moi, si j'avais pu les éviter, franchement... Tim Seed disait ça très bien, il disait « Mon père disait toujours que chaque année a son lot de cons, mais j'ai le sentiment que ceux de l'année prochaine sont déjà là. » Franchement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans ta vie, tu ne les as pas choisis. C'est des voleurs de joie. Tu ne les as pas choisis. Et pourtant, tu peux choisir la façon dont tu vas accepter cette proposition. Votre libre arbitre, en fait, il prend sa racine et sa puissance dans votre capacité à choisir de percevoir comment vous allez vivre l'événement. Juste ça. Et tout votre pouvoir se situe là. Ça ne sert à rien de débattre sur le libre arbitre parce qu'en fait, vous savez quoi? Le libre arbitre, il n'existe que dans l'illusion. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que quelqu'un qui va avoir une tonne de connaissances sur le mode de fonctionnement humain, que ce soit psychologique, chimique, physique, peu importe, il va pouvoir faire des choix en termes de libre arbitre qui seront différents que celui qui n'en a pas. Donc déjà, on voit bien qu'il y a un problème à ce niveau, au niveau de libre arbitre, c'est que le libre arbitre, il est conséquent de ton niveau de connaissance, de compétence et d'expérience. Donc on ne peut pas déjà considérer, voilà ce que c'est que le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, il est défini par chacun d'entre vous, ne serait-ce qu'à travers qui vous êtes. Donc venez, on simplifie le libre arbitre. Le libre arbitre, ce n'est pas de se dire que je peux choisir de vivre tout ce que je veux dans ma vie. Le libre arbitre, c'est choisir la façon dont je vais réagir à tout ce qui m'arrive dans ma vie. Et vous voyez, là, il y a une chose qui va être vraiment intéressante et qu'on va toucher du doigt ensemble. C'est qu'à partir du moment où je rencontre une période difficile de ma vie, quelle qu'elle soit, et que je choisis, à travers cette période, de grandir. C'est-à-dire que je vais utiliser cet événement pour le transformer en quelque chose qui va me faire grandir. Vous savez ce que vous allez ressentir derrière? De la joie.
D'accord? C'est important de faire la distinction entre la joie et le plaisir. Ok? Le plaisir, il est souvent extérieur, il est souvent momentané. Ça ne dure pas longtemps. Mais par contre, la vraie joie, elle est liée à une adéquation très forte entre un sentiment de réalisation, mon système de valeurs, et ce que je suis en train de faire ou de vivre. C'est-à-dire que la vraie joie, en fait, elle se conscientise. La vraie joie, ok, alors je peux avoir des petites joies, mais les grandes joies de notre vie, ok. Par exemple, vous avez remarqué comment on est content et heureux quand nos enfants réussissent à l'école? Moi, je ne l'ai pas exprimé assez, mais quand mes enfants ont eu leur bac, j'étais extrêmement fier d'eux. Profondément et joyeusement fier. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, c'était une étape d'éducation. Je les ai amenés avec la maman naturellement, à faire un travail qui fait qu'ils aient envie d'aller jusqu'au bout d'un processus d'études qui n'est pas toujours facile, pas évident. Et encore plus quand ils sont rentrés dans des écoles supérieures. C'est compliqué. Après, je ne vous explique pas en plus les périodes de Corona, où en plus, il fallait qu'ils fassent ça à distance, en Zoom. Non, les pauvres. Franchement, nos enfants, ils ont mangé ces dernières années. Hein. Et en plus, à la sortie de Corona, on leur a dit, non, vous inquiétez pas. Il va y avoir la guerre avec l'Ukraine. Ça va être autre chose. Vous allez tous payer un truc que vous ne vouliez pas, mais vous allez payer. Donc, comprenez une chose, c'est que la joie, c'est un processus de création. Et la joie, c'est un processus de création, et c'est surtout un processus d'adéquation entre ce qui est en train d'arriver, ce que j'ai choisi de projeter, et la façon dont je veux réagir face à un événement. Et c'est ça qui vous procurera la plus grande joie. Parce qu'en fait, la joie, elle est liée à un sentiment qui est un sentiment de réalisation. La vraie joie, c'est quand vous vous réalisez. C'est par exemple quand vous êtes en train de vivre une épreuve et que vous en êtes sorti. C'est quand vous traversez une période difficile et que vous avez mis en place les bonnes stratégies, posé les bonnes actions. C'est quand, malgré tout ce qui arrive, vous restez et vous réussissez à rester vous-même. C'est-à-dire que, par exemple, le troisième paradigme de ce monsieur, là, Hudson, c'était de dire, dans le temps, c'était la règle du dehors-dedans. Dans le temps, c'était l'extérieur qui disait qui j'allais devenir. Par exemple, vous reprenez juste 50 ans en arrière, tu étais médecin, ton fils, il y avait de grandes chances qu'il devienne médecin. Tu étais paysan, ton fils, c'était la nomenclature de l'époque. Vous avez compris? C'était comme ça que ça réagissait. Et aujourd'hui, le paradigme, il est complètement différent. Le paradigme, c'est non. À partir de maintenant, c'est moi qui décide ce que je veux devenir. Okay? Et ça nous a donné à nous tous un pouvoir absolument phénoménal. Mais avec tous les pouvoirs viennent des responsabilités. Okay? Maintenant, pourquoi j'aime la joie? Parce que pour moi, la joie, quand on étudie l'intelligence motivationnelle, pour moi, la joie, c'est l'un des vecteurs les plus puissants de motivation. À chaque fois que je vais insuffler de la joie quelque part, dans une relation, franchement, c'est quand la dernière fois que vous êtes éclaté de rire avec la femme que vous aimez ou avec l'homme que vous aimez? Est-ce que vous pouvez dire, pardon? Alors garde-le et ne laisse personne s'approcher. Mais c'est ça en fait le principe. C'est regardez dans vos équipes, avec les collègues avec lesquels vous bossez, avec votre patron, est-ce qu'il y a de la joie dans ce que vous faites? Est-ce que quand par exemple, moi j'anime des formations et je racontais aujourd'hui que on en est en tout à près de 100 cycles de formation. Ça fait 100 cycles, 100 fois que je forme des coachs professionnels. Alors, ça s'est fait sur 25 ans, hein, d'accord? Mais ça fait 100 fois que je forme des coachs professionnels. Et vous savez quoi? Je prends toujours autant de plaisir. Pourquoi? Parce que je décide toujours d'insuffler de la joie. C'est-à-dire que moi, quand je forme, il n'y a qu'une seule chose que je veux, c'est m'amuser. C'est m'éclater. Et je suis là pour passer du bon temps. Parce que je suis là pour partager une somme de connaissances
somme toute importantes, mais qui me semblent essentielles pour ces personnes pour être plus heureuses et surtout aider d'autres gens à être encore plus heureux. Et ça me met en joie, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça me permet de me réaliser. D'accord? Donc chaque fois que vous allez mettre de la joie dans un système, chaque fois que vous allez réfléchir, tiens, comment je pourrais rendre ça plus joyeux? Plus joyeux. C'est intéressant, viens, on va prendre la joie avec un J comme jeu. Pas simplement jeu. Le jeu. J-E-U-X. Et si on faisait de notre vie un jeu? Et si on mettait du plaisir? Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a critiqué et qui me disait vous faites du neuro-bullshit, machin. Et il me disait, je lui dis, mais vous savez quoi, moi, mon job, c'est de simplifier, de rendre accessible. Alors, je ne suis pas là pour faire des neurosciences, d'accord? Maintenant, j'ai des diplômes. Je ne vais pas les cacher, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas les cacher, mais regardez ce que je fais. D'abord, je ne parle pas tant de ça de neurosciences, soyons clairs. Je parle beaucoup de psychologie, de coaching. Et mon job à moi, c'est de vulgariser, c'est de rendre accessible. Parce que la vraie intelligence pédagogique, c'est quoi? C'est de rendre accessible. Comprenez, les plus grands pédagogues du monde entier. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer franchement des professeurs qui étaient des pointures. Mais regardez ceux que vous aimez et ceux qui sont très très grands d'ailleurs. Vous regardez un prix Nobel, la plupart des prix Nobel, quand ils expliquent leur invention, c'est super facile à comprendre. Vous avez remarqué ça ou pas? Je vous parle des prix Nobel. Je ne vous parle pas des scientifiques bidons. Je vous parle des prix Nobel. Les mecs sont allés jusqu'au bout tout un processus. Ils ont une capacité à rendre les choses accessibles qui sont vraiment importantes. Parce que l'intelligence, elle est là. L'intelligence, c'est que cette information que je vais te livrer, il faut qu'elle soit accessible. Parce que si elle est accessible, elle est intelligible. Si elle est intelligible, je peux l'incarner. Si je peux l'incarner, elle va me permettre de changer. Si je peux changer, je vais pouvoir me réaliser. Et si je me réalise, je vais pouvoir passer à un niveau supérieur dans ma vie. Mais tout ça sera toujours une question d'accessibilité. Maintenant, posez-vous la question, comment je rends les choses accessibles? Comment, par exemple, rendre toutes ces formations, toute cette information accessible pour nos enfants? Vous avez remarqué le flot d'informations que nos enfants ils ont à bouffer aujourd'hui? Alors, une fois encore, moi, quand j'ai passé mon bac, il me semblait à l'époque que c'était beaucoup, mais si je suis sûr que si on compare les matières de l'époque et les matières d'aujourd'hui, voilà. C'est intéressant. Par exemple, mon père, il me faisait des reproches parce que je faisais des fautes d'orthographe. Voilà. Je dis, papa, je fais peut-être des fautes d'orthographe, mais moi, j'ai appris à disséquer une grenouille. Et si on coupe une grenouille, là, maintenant, je vais te dire où se trouve son pancréas et son système reproducteur. Toi, quand tu étais à l'époque, tu avais 3 matières, géographie, maths, français. Peu de sport. Et nous, on avait déjà 17 matières. Okay, et parfois, des choses bizarres à apprendre, qui nous serviront peut-être pas toujours dans notre vie, mais qui vont structurer notre esprit. Est-ce qu'on peut être bon dans tout quand on fait beaucoup de choses? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir que la puissance d'un bon professeur, c'est de rendre les choses accessibles. D'accord? Et chaque fois que je rends quelque chose accessible, si en plus j'y rajoute de la joie, vous savez, allez, sur ce coup-là, je ne pense pas me tromper. Vous avez été tous bons, j'ai été bon, on a tous été bons, dans laquelle on avait des professeurs passionnés, passionnants et positifs. Vrai ou pas? Ok. Vous savez ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que si vous avez fait un bac plus 5, par exemple, sachez que vous aurez eu en moyenne aux alentours de 200 profs, minimum. 200 profs. Sur ces 200 profs, vous allez vous en rappeler de 4, dont 3. Si vous les voyez traverser, que vous êtes dans votre voiture, vous allez accélérer. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, ils se rappelleront presque 3, 4, 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans plus tard, d'un seul prof. Peut-être de 2 ou 3. Mais ce prof-là, c'est celui qui leur a changé d'orientation. Vous savez, c'est celui qui vous a donné le goût de faire ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Et ce prof-là, ces profs-là, ils ont tous un point commun, ils sont passionnés, passionnants et positifs. Passionnés, passionnants et positifs. Parce que quand tu es passionné, passionnant et positif, vous savez ce qui se passe? Vous insufflez de la joie dans ce que vous faites.
Pour être joyeux, soyez passionné, passionnant et positif. Passionné, passionnant et positif. Passionnez-vous pour votre matière, tous les jours. Moi, je passe 20% de mon temps chaque année à étudier. Alors, pas simplement des choses sur la science ou la psychologie, mais ça peut être par exemple la Torah, tous les systèmes spirituels. Quand vous mettez un nez dans la Torah, je vous dis une chose, c'est un feu dévorant. Et croyez-moi, les sciences modernes n'ont absolument rien inventé. C'est même tout le contraire. On est loin du compte. D'accord ? Mais je vais passer mon temps à étudier, je vais passer du temps à essayer de travailler, à m'améliorer, à devenir une meilleure personne. Ok ? Je peux faire ça. Et ça, vous savez quoi ? Si je le fais, ça va me mettre en joie. C'est parce que ça va me permettre d'être au 100e cycle, mais de jamais le vivre différemment parce que je ne suis pas la même personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ça veut dire que peut-être une grande partie de ma matière sera la même, mais je ne la ferai pas vivre de la même façon puisque je ne suis pas le même bonhomme. Vous voyez, vous comprenez le truc ou pas ? Et parce que je ne fais pas vivre ça de la même façon, eh ben ça me permet de rester passionné, passionnant et positif. Je suis clair dans ce que je viens d'exprimer ? Ok. Ou alors, je peux être un briseur de joie. Vous remarquerez une chose, c'est que les personnes qui ne réussissent pas dans la vie, je sous-tends mes mots, d'accord ? Les personnes qui ne réussissent pas dans la vie passent leur temps à essayer de briser la vie des autres. Juste réfléchissez ça. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus ils restent dans ces schémas de fonctionnement, d'être plus centrés sur les autres que sur leur propre vie, parce que c'est plus facile, hein. C'est plus facile de critiquer quelqu'un que de s'améliorer. C'est plus facile de porter un jugement sur quelqu'un que de travailler sur soi. C'est plus facile de critiquer la réussite d'une personne plutôt que d'engager sa propre réussite. Une fois encore, c'est comme les mauvaises herbes. Tu n'as besoin de rien faire pour ça. L'énergie, elle est facile. Qu'est-ce que c'est facile de critiquer ? Moi, ça m'est arrivé de travailler dans une structure qui était intéressante. Une grosse structure dont je dirais le nom, c'est un client. Et un jour, j'étais choqué parce qu'il y a un type qui était en train de remettre en question le plan marketing de la société. Et le gars, il dit, écoutez, le plan de marketing, il est un peu con. Ok, pourquoi ? Et qu'est-ce que tu proposes ? Bon, pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un énième plan marketing, machin, un truc. Ce que je propose rien, je ne suis pas responsable marketing. Alors c'est toi le con. C'est toi le con. Parce que si tu arrives, que tu critiques sans apporter aucune solution, c'est toi le con en fait, en vrai. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est que, vous savez, dans la vie, il y aura, comme je vous dis toujours, il y a les victimes et les créateurs. Tous les choix que vous allez faire dans votre vie, tous, vont prendre racine dans le fait que vous êtes ou une victime ou un créateur. Et ça changera tout. Parce que, alors, d'être une victime, c'est ultra facile. C'est le rôle le plus facile à prendre. Et en plus, c'est intéressant parce que quand tu es une victime, tu as toujours quelqu'un pour te plaindre. Quand tu n'es pas bien, tu as toujours quelqu'un pour te dire « mon pauvre chéri » ou « ma pauvre chérie ». Mais sachez qu'une victime, elle ne produit pas son schéma de réussite. Sachez que quand vous êtes une victime, vous ne pouvez pas réussir. Je vous le dis. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Je crois qu'il y a dans cette victimisation la racine de tous les maux psychologiques, voire psychiatriques du monde. C'est sûr que c'est plus dur d'être un créateur. Ça va demander plus d'énergie. Ça va demander d'être centré sur soi. Ça va demander de la remise en question, parfois de la remise en cause. Mais par contre, tout ce processus, et plus je vais me rapprocher de mes objectifs, plus je vais commencer à réussir, et plus, vous savez quoi ? Je vais sentir de la joie dans ma vie. Maintenant, regardez, on a tous vécu des jours dans lesquels on est en joie, et des jours où on n'est pas en joie. D'accord ? Parce que on ne peut pas être en joie tout le temps. Ou alors t'es mort. Parce qu'il y a les réalités de la vie, il y a les mauvaises nouvelles, puis il y a les cons. Et franchement, il y en a. Il y en a beaucoup. Parfois plus qu'on en croit.
Mais par contre, quand tu te réalises, à travers le fait d'avoir pris tes responsabilités, d'arrêter d'accuser les autres, ou d'être centré sur ce que font les autres, mais qu'à partir de maintenant, je me centre sur moi, que je décide que je vais me prendre en main, et bien à ce moment-là, vous savez ce que vous ressentez? De la joie. Et comme je vous le disais, on a tous eu des journées avec de la joie, des journées joyeuses et des journées pas joyeuses. Vous avez remarqué que dans les journées joyeuses, vous avez de l'énergie à revendre, que dans les journées pas joyeuses, vous êtes plombé, quoi. C'est-à-dire que la seule chose qu'on veut retrouver, c'est le plus rapidement possible notre lit, de dormir et de se dire viens, on passe à un autre épisode, quoi. La joie est votre plus grande source d'énergie. Je le répète, c'est très important. La joie, c'est votre plus grande source d'énergie. La cultiver, la développer, l'intégrer et tout faire pour l'insuffler dans toutes vos relations du quotidien, c'est s'assurer que vous aurez l'énergie nécessaire pour tout vivre. Par contre, on a des briseurs de joie. C'est le patron qui est un mauvais manager, qui va nous saouler, qui nous harcèle, qui nous fait des demandes, qui nous critique. C'est la bonne copine qui n'est pas si bonne que ça, qui va nous faire le fameux « je peux dire un truc, c'est pour ton bien ». Ouais, très bon, on le prend pas mal, mais c'est pour toi. Après, vous savez ce que vous faites? Faites ça. Et vous réécoutez dans 2 minutes quand elle se tait. Okay, mais des gens comme ça, il y en a plein. Okay, et si vous voulez leur donner cette liberté, parce que soyons clairs, si ces personnes vous impactent, c'est parce que vous êtes dans votre rôle de victime. Je vous le dis. C'est dur à entendre, mais c'est important que je vous le dise. À partir du moment où ces cons vous impactent, c'est que vous êtes dans une perception de la situation dans laquelle vous positionnez comme une victime. Parce que si vous êtes dans votre rôle de créateur, ils ne peuvent pas vous impacter. Ce qui fait que même si tu as des relations difficiles avec Dupont, qui t'a saoulé toute la journée au bureau, parce que Dupont c'est un con, voilà, tout le monde le sait. Quand tu rentres chez toi le soir, tu vas dire, tu sais, regarde chérie, t'as passé une bonne journée? Moyen. Tu sais quoi? Mais par contre, une chose est claire, c'est que je vais passer une très bonne soirée. Et bien, on va passer une bonne soirée tous les deux. Et puis, on verra demain. Demain est un autre jour. D'accord? Et bien là, en face de moi, j'ai un créateur. Et c'est intéressant parce qu'avec cette attitude-là, vous savez ce qu'il va faire? Cette personne-là va créer de la joie dans son couple. C'est-à-dire que même si tu as une grande partie de ta journée qui était merdique, ce soir-là, grâce à la joie, tu vas reprendre l'énergie. D'accord? Grâce aussi à la logique d'altérité, c'est-à-dire grâce à l'autre, à ce qu'on est en train de partager, échanger. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que la joie, c'est aussi un processus de construction. C'est parce que je vais tout faire pour avoir des bonnes relations avec quelqu'un que finalement, quand on est ensemble, on passe des très très bons moments. C'est parce qu'on a des valeurs communes, parce qu'on est d'accord, parce que je l'écoute, parce que je réponds à ses besoins, parce que je fais attention, parce que je suis centré sur l'autre, décodé parce que je suis un donneur. Les donneurs, écoutez-moi bien, ils sont toujours joyeux. Vous avez remarqué ça ou pas? Dans la vie, vous avez 2 possibilités. Ou vous êtes un preneur, regardez de quel côté je me situe, ou vous êtes un donneur. Okay? Et cette distinction, elle est essentielle à comprendre. C'est-à-dire que chaque moment de votre vie, effectivement, vous pouvez choisir de vous comporter comme une victime ou comme un créateur. Mais vous pouvez aussi vous choisir de vous comporter comme un preneur, okay? Comme un donneur. Et ça change tout. Par exemple, il y a des couples qui démarrent la journée et l'espèce de question implicite qu'ils vont se poser, c'est « Tiens, qu'est-ce que je peux prendre ?» Alors que la vraie question, c'est « Qu'est-ce que je peux lui donner ?» Vous avez remarqué que quand vous faites le bien, quand vous donnez de votre temps, de votre énergie, de vos connaissances, de vos compétences, de votre argent, vous avez remarqué que ça fait du bien? Je vais vous dire une chose. D'être un donneur, c'est le premier vecteur de joie. Voilà. C'est le premier vecteur de joie. Vous voulez être égoïste? Donnez.
Le meilleur acte d'égoïsme, c'est de tout donner. Donc posez-vous toujours la question, c'est dans la structure dans laquelle je suis, dans mon boulot, dans mon job, avec mes clients, avec ma communauté, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux donner qui va faire une différence significative dans la vie de l'autre? Qu'est-ce que je peux donner qui va lui permettre d'être plus heureux ou plus heureuse? Et si vous posez la question, vous aurez une réponse. Cette réponse, quoi qu'il arrive, vous la mettez en application. Maintenant, je vous mets au défi de faire la gueule lorsque vous allez mettre en place tout ce système. C'est impossible. Quand on donne à l'autre, quand on donne de son temps, quand on donne de l'amour, je vous le dis, vous ne pouvez pas faire la gueule et ça va vous mettre en joie. Maintenant, c'est un truc intéressant, parce qu'on a remarqué que les personnes qui étaient joyeuses, au moins 10% de leur temps. Ça veut dire quoi? Sur 24 heures, on va dire 2h40, d'accord? Les personnes qui étaient à peu près joyeuses, dans un état joyeux, 10% de leur temps sur toute une journée, avaient une durée de vie supérieure aux autres de 17 ans, avaient un système immunitaire beaucoup plus renforcé, avaient une capacité de gestion des émotions beaucoup plus simple et beaucoup plus facile, et surtout des relations épanouissantes. Ça veut dire quoi, mes chouchous? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la chose la plus essentielle, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Pas qu'est-ce que je vais prendre. Par exemple, vous arrivez dans un travail, mais Kennedy l'avait compris. Kennedy, il avait dit à tout son peuple, non, mais ce n'est pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les États-Unis? Il avait compris à l'époque que s'il mettait son peuple dans une dynamique de donneur, les choses seraient différentes. Et ça, c'est prodigieusement important. C'est-à-dire que la joie, l'une des premières racines de la joie, c'est déjà, est-ce que je suis un donneur ou est-ce que je suis un preneur? Ça change tout. Okay? Par exemple, vous avez un nouveau job, comme je vous le disais. T'es là pour quoi, en fait? T'es là pour prendre ton salaire? T'es là pour prendre des responsabilités? T'es là pour prendre le job de quelqu'un? T'es là pour quoi? C'est quoi ton intention? On va passer sur l'étape suivante. L'intentionnalité. Posez-vous la question, c'est quoi votre intention quand vous faites quelque chose? Est-ce que votre intention, elle est bienveillante? D'accord? Par exemple, vous faites une demande à quelqu'un sur Internet, peu importe. Est-ce que le fond de votre démarche, elle est bienveillante? Est-ce que le fond de votre démarche, elle est juste? Est-ce que le fond de la démarche permet de faire passer tout ça à un niveau supérieur? Ou est-ce que le fond de la démarche, c'est de la jalousie? Ou est-ce que le fond de la démarche, c'est d'essayer de briser quelqu'un plutôt que de l'élever? La logique d'intentionnalité, elle est très importante dans la logique de joie. Vous serez une personne joyeuse si votre intention de départ, elle est importante. Et vous savez, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que l'intention de départ, vous la verrez toujours à l'arrivée. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui, par exemple, notamment une amie, qui me disait je ne comprends pas, ce couple, il n'a pas fonctionné. Je dis, mais d'abord, est-ce que vous avez été marié? Même si vous étiez marié, est-ce que vous l'étiez vraiment? Et tu sais, ton intention de départ, c'était pas de tout donner à ton homme. C'était pas de tout donner dans ce mariage pour que ça soit une réussite. Ton intention de départ, c'était de te barrer de chez toi parce que tu en avais marre. Tu as atteint ton objectif, chouchou. C'est quoi ton intention de départ? Quand vous faites quelque chose, posez-vous la question, je vais avoir un rendez-vous avec un client. Je vais avoir un rendez-vous important pour moi. Je vais avoir des examens, une épreuve. C'est quoi ton intention de départ? Parce que ton intention, tu la verras toujours à l'arrivée. Vous devez développer cette conscience de l'intention. Maintenant, vous allez voir une chose très intéressante se produire. C'est que tout comme lorsque tu es un donneur, tu ressens de la joie, quand ton intention de départ, elle repose sur une structure bienveillante et qu'il se passe exactement ce que tu attendais, tu vas ressentir une joie profonde. Pas une simple joie,
une joie profonde. Parce que tu aurais été dans ta logique d'intentionnalité. Est-ce que je suis clair quand j'exprime ça? D'accord? J'ai un rendez-vous avec une personne, un crush, une date. Ton intention, c'est quoi? Tu veux quoi? Tu veux coucher avec cette personne? Ou tu veux apprendre à la découvrir? Au sens figuré. Parce que ça ne donnera pas le même résultat. C'est-à-dire que, vous savez, effectivement, alors il y a une grande légende qui dit que 7% de notre communication, elle est verbale et que le reste, c'est... Alors ça, c'est une grosse connerie, c'est pas vrai, c'est une légende urbaine, d'accord? Une grande partie de votre communication est certes non verbale, mais on n'est pas à 97% ou 93%. Néanmoins, surtout vous, mesdames, vous êtes équipés dans votre cerveau pour lire le langage non verbal. Vous avez jusqu'à 12 aires dans votre cerveau spécifiques pour lire le langage non verbal. Ça veut dire macro-mouvement, micro-mouvement, le timbre de ma voix, le rythme de ma voix, ma sonorité. C'est pour ça que vous avez cette aptitude de dire quand votre enfant pleure, vous dites à votre mari, je crois qu'il n'est pas bien. Bah, il pleure. Non, c'est pas les mêmes pleurs. Bah, pour moi, c'est les mêmes pleurs que hier, qu'avant-hier, qu'avant-avant-hier, qu'avant-avant-avant-hier, qu'avant-avant-avant-hier, qu'avant-avant-avant-avant-hier. Il pleure, ce gamin pleure. Non, ce soir, il pleure pas de la même façon. Je vais appeler le médecin. Bah, il pleure. Non, il pleure pas de la même façon. Et cette distinction-là, vous l'avez parce que vous avez 12 aires dans votre cerveau spécifique pour lire ça. D'accord? Les hommes, on en a moins. Les mecs, c'est pour ça qu'on se fait tout le temps gauler. Ça, on se verra en voix off derrière la conférence. Je vous expliquerai des trucs. Elles s'en rendent toujours compte. Donc, au final... Moi, j'ai eu la chance, j'avais travaillé avec un monsieur qui s'appelle Paul Ekman. Ça vous parle, Paul Ekman? Okay. Paul Ekman, il fait partie des 100 personnes, qu'on dit, des 100 personnes qui a le plus fait évoluer les États-Unis. Et Paul Ekman, il était consultant pour une série qui s'appelle Lie to Me. Pour ceux qui se rappellent de Lie to Me, vous savez, ce détective qui lisait sur le langage non verbal. Bon, 80% des choses qui étaient dites à l'intérieur étaient justes, et le consultant, c'est Paul Ekman. Et donc... mes enfants, quand j'étais petit, ils savaient aussi avec leur maman qu'on avait beaucoup travaillé sur le langage non verbal. Et donc, parfois, mes enfants, je les regardais et je les scrutais comme ça. Et ma fille, elle me disait, papa, tu fais pas lie to me. Je dis, mais puisque tu sais que je sais que tu vas mentir ou pas, autant que tu me dises la vérité tout de suite. Puisque tu sais que je vais faire le truc. Ça a apaisé franchement pas mal de tensions. C'était un petit peu manipulatoire parce que parfois, je voyais rien du tout. Mais ça a effacé les tensions. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes avec une personne, sa logique d'intentionnalité, elle est perçue notamment par la jante féminine, mais aussi par la jante masculine, un petit peu moindre. Mais ce que vous appelez votre intuition féminine, ce n'est rien d'autre que cette force formidable d'interaction neurologique qui vous permet de stimuler ces 12 aires en même temps et de voir que la personne, elle est congruente ou elle n'est pas congruente. C'est-à-dire qu'entre ce qu'elle dit avec des mots, est-ce que c'est cohérent avec tout le reste? Est-ce que ce que je dis avec mon physique est en adéquation totale avec les mots qui sont les miens? Et si ce n'est pas le cas, je vais développer ce qu'on appelle de la méfiance. Mais une chose est sûre, je ne développerai pas de la joie. D'accord? Maintenant, si la personne elle vient avec une bonne intentionnalité, même si elle est maladroite, vous entendez? Même si elle est maladroite, il va se passer un truc. Parce que j'aurai passé un moment sympathique. Et ce moment sympathique, il va m'amener à vouloir explorer plus encore et de se dire, tiens, peut-être qu'avec cette personne, je pourrais expérimenter de la joie. Okay? Maintenant, je vais vous dire une chose. On va parler des voleurs de joie. Vous savez qui sont-ils? Okay. Vous avez tous rencontré des voleurs de joie. Ce sont d'abord des personnes qui vont détester votre réussite. Détester votre réussite, alors ça peut être la réussite de votre entreprise, ça peut être la réussite de votre relation de couple, ça peut être la réussite de votre relation familiale. Mais quoi qu'il arrive, elles détestent qui vous êtes. D'accord? Et ces personnes, elles ne vont pas vous dire, tu sais, je t'admire et je voudrais être comme toi.
ce que vous diront les personnes bienveillantes et les personnes qui sont développées personnellement. Une personne qui est développée personnellement, tu diras, tu sais quoi? C'est toi qui as raison. C'est toi que je devrais modéliser et c'est comme ça que je devrais me comporter. Tu es une personne inspirante, ça me plaît, je vais tout faire pour te ressembler. Ça, c'est ce que va faire une personne qui s'est débarrassée d'une partie de son ego et encore plus de son orgueil. Une personne orgueilleuse, elle ne fera pas ça. La personne orgueilleuse, elle va dire, tu as vu qui tu es? Est-ce que tu te rends compte que ce que tu fais, c'est pas bien? Que ce que tu fais est grave? Ils vont pointer du doigt. Et même si elle se trompe, elle s'en fout. Parce qu'elle va rentrer dans la persuasion que ce qu'elle dit est juste. Et vous savez quoi? Elle va s'inventer tout un monde pour se prouver à elle-même que ce qu'elle dit est vrai. D'accord? Donc je vous dis, ne communiquez pas ou ne communiquez plus avec ces gens-là. Vraiment. Parce que ces personnes, en fait, elles se disent, ok, je ne peux pas exister, mais lui ou elle existe. Je vais le descendre. Parce que si moi, je peux lui dire que ce qu'il fait, ou ce qu'il est, ou ce qu'elle est pas bien, ça veut dire que je suis mieux que lui. Donc ces personnes vont développer ce que Yannick disait tout à l'heure, des jugements. Mais pour le coup, ils ne seront pas positifs. D'accord? Maintenant, ce que cette personne ne comprend pas, c'est que chaque fois qu'elle fait ça, elle s'autodétruit en fait. Parce qu'elle s'empêche d'évoluer, elle s'empêche de grandir, et pire encore, son inconscient, il n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer au passage. Donc son inconscient va lui renvoyer quelque chose de très fort en termes de mésestime de soi. Parce que son inconscient dira, tu sais, au fond, de toi à moi, t'es une merde. Non, tu sais que cette personne en vrai, elle est pas mal. Tu sais qu'elle fait du bien. Tu sais que elle permet de... Inspire-toi. Pourquoi tu la dénigres? Tu la dénigres parce que t'es une merde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je suis dans un positionnement dans lequel j'essaie de dénigrer quelqu'un d'autre, d'accord? D'ailleurs, regardez, même dans l'éducation catholique, on va vous dire, ne jugez point pour ne point être jugé. Mais vous savez par qui vous êtes jugé? Par vous-même. Par vous-même. C'est-à-dire que ne jugez point, parce que tu sais quoi, à un moment donné, tu ne pourras pas faire, parce que tu juges les autres, tu ne pourras pas faire l'impasse sur ton propre jugement. Et ton propre jugement, attention, parce qu'il est beaucoup plus sévère que celui que les autres pourraient avoir. Il est beaucoup plus violent que ceux que les autres vont avoir sur toi. Ça veut dire qu'à chaque fois que je dénigre quelqu'un, à chaque fois que j'essaie de le descendre, à chaque fois que j'essaie de l'humilier, à chaque fois que j'essaie, bref, de réduire qui il est, ou qui elle est, eh ben, au fond, c'est comme si je faisais ça puissance 10 à l'intérieur de moi. Il y a une petite partie de mon ego qui sera satisfaite, quand même, hein, je l'ai bien eu. Relou, t'es une merde. Non, c'est juste important que tu penses. Quand tu penses à toi, t'es une merde. Et c'est bizarre parce que ces mêmes personnes, elles sont de moins en moins heureuses. Ça, une chose est certaine, c'est que ces gens-là ne sont pas joyeux. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que quand on critique les autres, quand on est centré sur les autres, plutôt que d'être centré sur soi et la construction de notre propre développement, nous ne sommes jamais joyeux. À partir du moment où je vais rentrer dans mon enveloppe de créateur, à partir du moment où je vais mettre une deuxième enveloppe de donneur, à partir du moment où je mets dans une enveloppe dans laquelle ce que je dis avec ma bouche doit être impeccable. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a aucune personne sur le marché qui pourra me prendre à défaut d'avoir dit du mal de mes concurrents. Même si j'en pense. Non, certains, je pense, vraiment. Mais je n'ai jamais dit une seule parole. Et pourtant, croyez-moi qu'on est venu me chercher des milliers de fois. Des milliers de fois. Oui, mais votre concurrent... Je ne peux pas vous parler de lui ou d'elle. Je peux parler que de moi. Je peux vous dire ce que je fais. Après, ce que font les uns et les autres dans leur business, dans leur mode de fonctionnement, ça ne m'intéresse pas, en fait, comprenez. Moi, je suis centré sur ce que je fais, sur ce que je réalise. Il y a un tas de personnes qui vont vous attirer dans ces schémas-là. D'accord? Ils font, hey, t'as vu? Ça, c'est un appel du pied.
tu as deux possibilités. Tu rentres dans le jeu ou tu rentres pas dans le jeu. Tu rentres dans le jeu, tu es mort. Parce que cette personne-là, là, ce voleur de joie, il est en train de te dire « Hey, regarde, viens, il y a de la joie à voler. J'ai pas envie d'y aller tout seul. Tu viens avec moi ?» Ben, tiens, allez, on va se marrer. C'est pour son bien. Je fais très bien le diable. Ça fait flipper, non ou pas? Même moi, j'ai flippé. Je te jure, même moi, tu dis arrête, tu me fais peur. Je suis flippant. Ok? À partir du moment où j'accepte cette espèce d'alliance maléfique, et bien curieusement, là, ce voleur de joie, il vient de me dire, tiens, mais je vais prendre la tienne aussi. Je viens de prendre la tienne. Lui, il ne fabriquera pas de joie, il va vouloir démonter la joie de l'autre, et puis toutes les associations maléfiques, j'enlève la joie. À chaque fois qu'on vous demande de participer, de dire du mal de quelqu'un, de dire du mal d'un système, systématiquement, vous perdez une source de joie. Et ça, là, vous devez le préserver. On va tout faire pour vous voler votre joie. Parce qu'en vrai, il n'y a rien de plus pénible que les gens joyeux. Ça énerve le monde. Quand tu es bien dans ta peau, quand tu es... De toute façon, vous avez vu ça sur Instagram, ils ont tous repris. Ok? Quand tu es super bien dans ta peau, quand tu es joyeux, quand tu amènes de l'énergie, c'est flippant. C'est presque plus flippant que le rire du diable que je viens de faire. Non, parce que quand toi, t'es pas bien, et que tu as quelqu'un qui est bien, mais non, c'est pas normal. Pourquoi il est bien? Je vais tout faire pour qu'il soit un petit peu moins pas bien. Parce que si je le fais qu'il est pas bien, peut-être que je vais bien. Donc je vous le dis, à partir du moment où vous serez quelqu'un de joyeux, à partir du moment où vous serez quelqu'un qui va être un créateur, à partir du moment où vous allez être un donneur, une fois encore, vous allez faire chier le monde. Et il n'y a rien de plus pénible que les personnes qui se réalisent. Parce qu'ils nous renvoient à notre propre manque de réalisation. Et une fois encore, je vais avoir que deux options qui s'offrent à moi, pas 36, 2. Ou bien je me dis, c'est cette personne qui a raison. Et c'est exactement ce que je dois faire. Cette personne est une source d'inspiration, il faut que j'y aille. Ou bien je me dis, je ne suis pas à la hauteur, je ne le serai jamais. Alors je vais le descendre. C'est pour ça que quand on vous critique, n'écoutez pas les critiques. Ou alors mieux, choisissez-les. Choisissez vos critiques. Choisissez les personnes que vous autorisez de vous dire « Voilà ce que tu pourrais améliorer. Voilà ce que je pense de ta prestation. » Vous savez, à un moment donné, j'avais une émission sur France Télévisions, j'étais sous contrat avec France Télévisions. J'avais une émission qui s'appelle « Un coach pour changer ma vie ». Alors ma mère, écoute-moi bien, elle était heureuse parce qu'elle pouvait aller voir Madame Michou juste en dessous. Et en plus, la fin de l'émission, je passais à peu près 20 minutes avec Élodie Gossuin. Alors la meuf, elle était Miss Europe, Miss France, bon, jolie, très sympathique. Mais ma mère, pour elle, c'était le summum de la réussite. Et j'avais envie de dire, maman, tu sais, les personnes qui passent à la télé ne sont pas les plus intelligentes. Crois-moi. Mais pour elle, ça l'était. Ok ? Et c'est ça qui est important. Maintenant, vous comprenez une chose, c'est que ma mère, elle n'est pas objective du tout, quoi. D'accord ? Elle, son critère de réussite, c'est que je suis avec Élodie Gossuin, quoi. Alors que quand j'ai une amie comme Anouk, par exemple, qui est l'une de mes meilleures amies, et qui est une ancienne de la télévision, qui me dit « David, tu sais, regarde, cette émission, elle n'est pas faite pour toi. Parce que tu as ça, ça, ça et ça. Je prends d'elle. Maintenant, tout le reste du monde, je m'en fous, en fait. » Choisissez vos critiques. Et choisissez les personnes critiques que vous savez être profondément bienveillantes. Tout le reste, écoutez-moi bien. Vous n'écoutez personne. Parce que chaque fois que vous allez vouloir grandir, réussir, avancer, vous trouverez toujours un con sur votre chemin pour vous dire « Ma petite dame, mon petit monsieur, vos papiers, s'il vous plaît. » Je ne dis pas que toute la police est comme ça. Pas toutes. Mais tout ça pour vous dire une chose, c'est que sur le chemin de votre réussite, de préserver votre joie sera votre plus grand atout. Pour vous préserver votre joie, vous allez devoir apprendre à vous protéger des voleurs de joie.
Et vous les repérez, les voleurs de joie. Les voleurs de joie, ils commencent toujours par « Je peux dire un truc, c'est pour ton bien, voleur de joie. » Ou, comme tu disais tout à l'heure, ne le prends pas mal. Tu sais, c'est important que je te dise que. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que cette personne est l'une des personnes les plus bienveillantes que vous connaissez? Et est-ce que vous avez la certitude que sa critique est vraiment là pour vous faire grandir? Si la réponse est non, alors franchement, vous ne rentrez pas dans le débat. Vous ne vous laissez pas pénétrer par la bêtise des autres. C'est clair ce que je viens de dire? Ne vous laissez pas pénétrer par la bêtise des autres. Sur le chemin de votre réussite, vous aurez des milliers de personnes qui vous diront que ne faut pas le faire, que c'est pas bien, que c'est pas assez, que quand même, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Ces mêmes personnes-là qui vous diront ça n'ont rien réalisé dans leur vie. Rien. Rien du tout. Mais elles se permettront quand même de vous juger. Ne les écoutez pas. Écoutez que votre cœur. Et écoutez toute cette dynamique que vous avez d'être un créateur ou une créatrice et un donneur ou une donneuse. Écoutez-moi bien. Si vous êtes très au clair avec la logique, et cette logique importante d'intentionnalité, que vous savez qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous savez pourquoi vous le faites profondément. C'est quoi mon intention? D'accord? Par exemple, parfois, le matin, je me lève, je vais donner une formation, et selon les groupes, je vais dire, tiens, c'est quoi mon intention aujourd'hui? Parfois, mon intention, ça va être de rendre les choses plus légères. Parfois, mon intention, ça va être d'élever le niveau. Parfois, mon intention, ça va être de faire prendre conscience. Parfois, mon intention, ça va être de motiver. Et quoi qu'il arrive, même si c'est les mêmes slides, c'est pas la même formation. Vous savez, quand on faisait de la préparation d'hommes politiques, en 2003, j'avais une société de marketing politique avec des potes. On a travaillé avec 16 personnalités politiques, non 17, pardon. 16 ont été élus. De tous les bords, sauf du bord d'extrême droite, mais de tous les bords on avait travaillé. À vie, ça m'a dégoûté des hommes et des femmes politiques. Et moins de 2 ans après, j'ai revendu mes parts. Bien. Oh, plutôt pas mal. Mais j'étais tellement libéré et j'ai compris à quel point nos élites politiques n'étaient vraiment pas là. Mais vraiment pas là pour nous faire réussir. C'était vraiment pas leur préoccupation première. Leur préoccupation première n'était qu'avoir des avantages dans leur vie de tous les jours. Ils se battaient pour les avantages et les privilèges. Si vous saviez tous les privilèges qu'ils ont, vous descendriez dans la rue maintenant. Mais c'est intéressant parce que, en fait, quand on travaillait avec ces hommes politiques, avec ces femmes politiques, moi, j'étais spécialisé en travail sur du média training, la caméra. D'accord? Et avant de rentrer devant une caméra, on prenait quelques respirations et je leur disais juste, votre intention, elle doit être très forte. Maintenant, avant de rentrer et de vous présenter devant la caméra, avant de faire votre discours, avant de faire cette vidéo, je veux que vous respiriez 3 grandes respirations profondes et que vous dites dans votre tête, je m'autorise à mettre du charme. Et bien même la personne la moins charmante, elle charmait. Parce que son intention, c'était de mettre du charme. Et que parfois, quand on regarde des hommes politiques ou des femmes politiques, on comprend tellement pas ce qu'ils disent que la seule chose qui reste, c'est tout le reste. C'est-à-dire, ce qui reste, c'est leur intention. Et si la personne est au clair sur son intention et qu'elle se dit, tiens, je m'autorise à mettre du charme, c'est mon intention, ben même si vous n'avez pas compris tout, même si vous n'êtes pas d'accord avec toutes les idées, vous direz, quand même, je l'aime bien. Il aime bien. Bon, après, tu vas te rendre compte que quand il met en place ses idées, tu ne l'aimes plus. Ok? Et que tu n'avais pas compris ça. Mais parce que tu n'avais pas écouté, en fait. D'accord? Donc c'est juste important de comprendre que la joie, le prémisse de la joie, c'est votre intention. Et si, par exemple, j'ai un moment avec toi demain, ou après-demain, ou avec toi, dans ce rendez-vous, je dirais, tiens, c'est quoi mon intention?
avec elle. Je vais avoir un entretien avec elle, on va passer un moment. C'est quoi mon intention? Et cette intention, tout son inconscient va le percevoir. Et son inconscient retiendra que ça. Attention, une intention vraie. Pas « je vais être gentil ». C'est-à-dire, tu dis quelque chose consciemment, mais à l'intérieur, tu fais « je vais pas l'être, d'auto ». Non, non, si, vas-y. Si ton intention, elle est claire, elle est ferme, elle est forte, c'est ce qui ressortira de tout ton entretien. Si ton intention, quand tu es en entretien de vente, c'est de vendre à tout prix, ton client va le sentir. Il veut, quoi qu'il arrive, il veut me vendre. Maintenant, si ton intention, c'est de clarifier ses besoins et d'avoir la certitude qu'il y a une adéquation parfaite, entre ce dont il a besoin et ce que j'ai à proposer, bah, le client il se ressentira aussi. Il dira, tiens, c'est peut-être l'homme ou la femme de la situation. Donc, tous les moments de joie prennent leur racine dans votre intention. Soyez intentionnés et attentionnés. Ok? Régulièrement, par exemple, il y a un truc que j'ai adoré dans l'univers de la télévision, c'est que quand on faisait une émission de télé, on avait un séquencier. Ça vous parle, un séquencier? Ok? Un séquencier, c'est... On a le déroulé de toute la journée, et on a le déroulé, c'est à peu près parfois c'est des déroulés d'une demi-heure, d'une heure. Et ils te disent, voilà, interview de Madame Michmuche, confrontation avec ses enfants, tu vas sortir le père à l'extérieur, dans le jardin, il faut le confronter. C'est-à-dire que c'est scénarisé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il mettait toujours un mot qui s'appelait l'intention. C'est-à-dire qu'il disait, ok, tu vas sortir l'intention. Ton intention, c'est de faire dire à cette personne, c'est quoi sa faiblesse majeure. Dans l'univers de la télé, on va dire que ça pourrait être manipulatoire. Mais par contre, dans ma vie, ça a tout changé. Parce que ça veut dire que, par exemple, moi, quand j'ai un entretien avec quelqu'un, j'essaie toujours de me dire, c'est quoi mon intention? D'accord? Et si ton intention, elle est claire, si elle est claire et si elle est juste, la relation que tu vas avoir, elle sera claire et elle sera juste. Si ton intention, elle est floue, tu auras une relation pas nette. C'est comme ça que ça va se passer. Et ça va être le principe de base. Donc la joie, elle prend sa racine dans l'intentionnalité. Ensuite, la joie, elle se surmultiplie dans le fait de donner. Chaque fois que vous donnez de votre temps, de vos connaissances, de vos compétences, de votre énergie, de votre argent, et que vous le faites avec la bonne intention, ben vous savez quoi? Ça marche. Ça marche du feu de Dieu. Et vous allez avoir un sentiment de joie extrême. Chaque fois que vous fixez des objectifs ambitieux, ok, ambitieux, et que chaque fois que vous allez avoir de l'adversité, de l'obstacle, vous avez accepté l'obstacle, vous l'avez accepté, vous vous êtes adapté, et vous avez surpassé l'obstacle pour vous rapprocher de votre objectif, même si vous n'atteignez pas votre objectif, tout le processus se fera dans la joie. En fait, on s'aperçoit que la joie, c'est vraiment quelque chose que l'on peut insuffler au quotidien. La joie, c'est une matrice que l'on doit insuffler à travers la volonté de le faire. Peu importe l'environnement dans lequel vous êtes, peu importe l'environnement dans lequel vous êtes, aussi difficile soit-il, il y a toujours un moyen d'insuffler de la joie. Et ça, c'est votre plus grande force. Pour ça, il va falloir que vous posiez une question. Comment je peux faire pour apporter de la joie ici? Qu'est-ce que je pourrais faire pour détendre l'atmosphère? Qu'est-ce que je pourrais faire pour libérer les tensions? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tout se passe au mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre ces personnes qui sont là plus heureuses? Et vous allez voir que si vous avez une intentionnalité très très forte, que vous êtes dans une énergie du don, que vous êtes toujours connecté à ces dimensions de créateur et pas à ces dimensions de victime, que non seulement vous donnez avec une bonne intentionnalité, mais que vous posez cette question en permanence, et qu'est-ce que je peux faire pour insuffler de la joie chez les autres? Je vous jure que vous n'avez même pas besoin de vous poser la question si la joie va se développer chez vous, elle se développera tout naturellement. Et ça sera une joie saine. Et enfin, apprenez à identifier les voleurs de joie. Vous savez,
un voleur de joie, c'est un vampire. Un vampire, c'est très simple. Tu sais, toi, tu es bien, la personne vient te voir, elle n'est pas bien. Elle a une interaction avec toi, quand elle part, elle est bien, toi, tu n'es pas bien. C'est passé un truc. Tu viens de te faire vampiriser. Okay. Sachez que les voleurs de joie, ce sont les vampires de notre siècle. Ils viennent, ils sont gentils. Un vampire, c'est toujours séduisant. Vous avez remarqué ou pas? Souvent, les vampires, elles sont rarement moches, à part Nosferatu. Okay. Mais franchement, la plupart des vampires qu'on voit aujourd'hui, ils sont plutôt beaux gosses, les mecs. Hein. Ils prennent pas des boudins. Okay. Et les vampirettes, encore plus. Sexy, les vampirettes. T'as envie de te dire, sus. Vous interprétez ça comme vous voulez. C'est-à-dire qu'en plus, on est content de se faire sucer. Je vais essayer de reprendre le truc. Ça veut dire que la plupart des vampires, ne croyez pas, ils ont un élan toujours séduisant, avec des bonnes valeurs. Ils vous diront toujours que c'est pour le bien, que c'est pas normal, que ce sont des justiciers. C'est des vampires. Ce sont des vampires. Et une fois encore, regardez l'interaction que vous allez avoir avec eux. Une interaction avec quelqu'un qui est une personne qui est joyeuse, le fait d'être avec cette personne, vous êtes joyeux. Vous pouvez dire, la vérité, aujourd'hui, j'ai énormément souffert de mes articulations à cause de cet accident. Et c'était compliqué aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que je fais des formations. La semaine dernière, j'ai enchaîné une semaine de formation. La formation, compliquée. Compliquée. Très fatiguée. Ben, vous voyez, quand je vois Yannick qui rentre dans la loge, c'est encore pire. Non, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, je suis content de voir le mec. Je sais que je vais passer un bon moment avec lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que rien que par sa présence, il va me filer l'énergie nécessaire. Et je sais que c'est réciproque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je l'espère. Mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire que choisissez aussi les personnes que vous faites rentrer dans votre vie. Et apprenez à écarter les vampires. Vraiment. Mais si vous faites ça, si vous êtes dans une bonne logique d'intentionnalité, si vous êtes des donneurs, des donneuses, si en plus de ça, vous avez l'assurance d'être toujours dans la conscience, d'apporter de la joie dans ce que vous faites, et que vous apprenez à identifier ces voleurs d'énergie, à vous en protéger et à être centré sur ceux qui vous donnent de l'énergie, ou en tout cas qui la partagent avec vous, je vous jure d'une chose, c'est que votre vie sera profondément joyeuse. Merci beaucoup.